célébrer l'octroi à la Tunisie du prix Nobel de la paix. On était tous très fiers. Il y avait des raisons d'être fiers parce que la transition politique était généralement réussie. Et si on doit comparer notre pays à d'autres pays du printemps ou de l'hiver arabe, je crois qu'on a quand même réussi mieux que d'autres. Et on doit se féliciter de cela. Le problème, c'est que cette transition politique était justement politique. Il n'y avait que de la politique dedans. Premièrement, la période qui était nécessaire pour écrire la Constitution était trop longue, 3 années. Deuxièmement, le nombre, je crois, 5 gouvernements qui se sont succédés pendant cette période de 5 ans n'a pas donné réellement l'occasion à un gouvernement ou à un autre de se pencher sur les vrais problèmes du pays. Et finalement, je dirais que on n'a réellement pas focalisé là où il faut focaliser. Alors, on attendait ce gouvernement avec impatience, parce que ce gouvernement, premièrement, il émane d'un processus démocratique, des élections libres. Par conséquent, c'est un gouvernement qui avait les franges pour pouvoir au moins avoir une vision. Une vision, c'est très bien à communiquer. Et il faut mobiliser donc les agents économiques, les opérateurs et le peuple entier. Et puis franchement, le diagnostic. Moi, quand j'étais nommé, j'ai eu le privilège et l'honneur de servir mon pays en tant que ministre des Finances, la première des choses que j'ai dû faire comme n'importe quel ministre des Finances, c'est de faire un diagnostic, même superficiel, de la situation. Et le diagnostic que j'ai fait, nonobstant tous les problèmes qu'il y avait dans le pays, les milliers d'entreprises qui étaient en flammes, etc. Donc je me dis, quel est le problème? Quand j'ai quitté le pays 25 ans auparavant, ou 23 ans auparavant, j'ai laissé une Tunisie qui était au bord quand même d'un processus nouveau, et puis j'ai suivi l'évolution de la Tunisie pendant toute cette période-là, même si je n'étais pas impliqué, et puis la Tunisie était quand même citée en exemple, avec un taux de croissance de 5%, on parlait de la Tunisie comme étant le modèle, un taux de croissance qui dépassait, je crois qu'il était le deuxième dans la MENA, et une Tunisie qui faisait la fierté quand même des Tunisiens, même si la situation politique était ce qu'elle était. On était quand même dans une dictature, parce qu'il y a la croissance, il y a la qualité de la croissance. Je vais revenir sur ça. Alors, quand j'ai fait le diagnostic, qu'est-ce que je trouve? C'est vraiment très simple. Je regarde le tissu économique du pays, et j'apprends, vous savez, mais ça m'a été confirmé que plus de 95% du tissu économique est composé par des micro-entreprises, des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne et de grandes entreprises. Mais 95% c'est des micro, petites et moyennes entreprises. J'apprends aussi que ce tissu donc, économique composé par les micro et les PME représentait presque 70% de la main-d'œuvre financière. Il représentait quelque chose comme 40% du produit national brut. Donc c'est quand même un pan très important de notre économie. Et la question que j'ai posée, la première, c'est est-ce qu'on a une stratégie nationale pour les micro-entreprises et pour les PME? Et à ma grande surprise, la réponse était réellement non. Il y a quelques tentatives ici et là, on fait un peu de microcrédit ici, on fait un peu de SICAR là, mais il n'y avait pas une stratégie nationale qui était conceptualisée, une stratégie globale qui puisse quand même focaliser là où il faudrait qu'on mette le focus. Parce que quand tu as un tissu économique qui est composé en grande partie, la part de l'Union par les petites et moyennes entreprises, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que je dois faire et quelle est la politique que je dois suivre pour ces entreprises-là. Mais ma surprise ne s'est pas arrêtée là. Je regarde le portefeuille de crédit des banques et qu'est-ce que je trouve? Je trouve que seulement 15% des crédits bancaires étaient accordés à ces entreprises. Donc même le système financier, non seulement qu'il n'avait pas de politique, c'est-à-dire à l'échelle nationale, claire et nette, articulée sur plusieurs axes, mais je trouve que le système financier n'accompagne pas l'entreprise. On pose souvent la problématique de la PME comme étant une difficulté d'accès aux banques, au financement bancaire. Ça, c'était l'évidence même. Les banques n'accordent pas de crédit aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, enfin les entreprises de taille moyenne. C'est vrai, mais le problème n'était pas là. Il y avait un problème encore beaucoup plus profond,
façon de parler, c'est que les PME n'avaient pas accès à un marché de fonds propres, c'est-à-dire un marché de capitaux, de fonds propres, equity. Et là, c'est vraiment un problème, parce que si une entreprise n'a pas accès à un marché qui lui donne la possibilité de lever des fonds propres, et je ne parle pas nécessairement du marché alternatif en bourse, hein, je parle du marché de capital investissement, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un problème, parce qu'une entreprise qui ne peut pas renforcer ses fonds propres, c'est une entreprise qui ne peut pas, par conséquent, soutenir son business plan, son plan d'affaires, et par conséquent, peut très difficilement justifier son plan d'affaires auprès d'une banque. Par contre, si on pouvait renforcer les fonds propres de l'entreprise, et là je parle surtout d'une entreprise de taille moyenne, je reviendrai sur le micro-entreprise, de revoir complètement le cadre réglementaire du capital d'investissement pour donc créer ce marché. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est important de le dire. Et aussi créer des institutions qui allaient pouvoir créer ce marché. Parce que comment est-ce qu'on crée un marché de fonds propres pour les PME? On crée un marché de fonds propres pour les PME en créant des fonds d'investissement, c'est-à-dire ou des sociétés d'investissement, en encourageant donc la multiplication de plusieurs formes de fonds, n'est-ce pas, de fonds spécialisés, des fonds de capital développement, de capital transmission, de capital retournement, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'essayer de créer un marché qui n'existait pas, ou qui existait très peu. Parce que les cigares, il ne faut pas se leurrer. On ne parle pas pour toutes les cigares, mais les cigares, généralement, c'est des entreprises qui ont été créées pour optimiser la fiscalité des banques. Donc, il n'y avait pas réellement l'esprit d'un capital risqueur. Le capital risque, c'est prendre le risque. Parce que, comme vous le savez, l'equity, c'est quand même le niveau de risque le plus élevé. Et évidemment, l'expectative d'un rendement plus élevé. Et par conséquent, il fallait professionnaliser l'acte d'investir au niveau des PME. C'est la chose vraiment la plus importante. Pour créer ce marché, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. C'est pas du jour au lendemain qu'on va voir des fonds d'investissement naître comme des champignons. Il fallait créer le cadre institutionnel qui puisse encourager, à part le cadre réglementaire, il fallait encourager la création de ces fonds. Il faut qu'il y ait des institutions qui puissent être les leaders, les pionniers, c'est-à-dire ceux qui vont créer ce marché. Et ce que j'avais en tête, c'est la création de la CDC qui a été créée, et j'en suis ravi, et d'un autre fonds qui malheureusement n'a pas été créé. Je dis malheureusement, je le répète, parce que c'était une action qui allait réellement pousser l'investissement privé, j'y reviendrai dans un instant, qui n'a pas été créé, qui a été approuvé par le Conseil des ministres, mais qui n'a pas été créé, parce que ceux qui nous ont pris notre place en pensent mieux faire. Et donc les 1,6 milliard millions de dollars, 2,5 milliards de dollars qui étaient à la Banque centrale et que j'allais mettre comme site même pour se réserver le fonds générationnel, a été complètement bouffé dans les budgets et on a perdu ça. J'avais estimé à l'époque qu'avec les 2,5 milliards plus 2,5 milliards qui allaient provenir de privatisation de boîtes qui n'étaient pas stratégiques pour le pays, telles que les stations-service AGI, le tabac, n'ont pas une importance vraiment capitale. Ils n'ont pas besoin d'être gérés par l'État. J'allais pouvoir atteindre 5 milliards de dinars. Et les 5 milliards de dinars de seed money, donc c'est-à-dire de fonds que j'allais mettre dans le fonds générationnel, avec l'effet de leverage equity, donc l'effet de levier equity, c'est-à-dire que j'allais lever à partir de ça un autre niveau d'equity sur les sous-fonds que j'allais créer, et puis avec l'effet financier, de levier financier, c'est-à-dire la dette, l'endettement, j'avais estimé que je pouvais couvrir une enveloppe d'investissement sur les 10 ans à venir entre 30 milliards à 40 milliards de dinars. C'est énorme. Privé. Donc vous voyez déjà que le rôle du gouvernement allait changer d'un État qui sait tout, qui décide tout, qui monopolise tout, qui veut tout faire, à un État beaucoup plus intelligent qui, à travers de petites actions comme ça, il peut prendre des participations dans des projets privés, exactement comme on le fait dans le private equity, c'est-à-dire je prends une participation et on discute dès maintenant la stratégie de sortie. Je veux savoir comment est-ce que je vais sortir. En bourse, par exemple,
Elle a des multiples sur lesquels on se met d'accord, et c'est un rachat, donc c'est un pacte d'actionnaires qui est signé. Voilà, une banque industrielle, je vends une tierce partie. Je pense qu'on allait pouvoir créer une vraie dynamique et on allait pouvoir pousser le secteur privé, l'investissement privé, à un niveau qui allait créer cette dynamique dans le marché, et avec d'autres fonds privés qui allaient être créés. Ce que nous devions voir après quelques années, je ne parle pas de 20 ans, je parle de 3 ans, 4 ans, 5, on aurait vu déjà un marché qui est professionnalisé d'un point de vue d'investissement. Soigner l'acte d'investir, c'est vraiment la chose capitale. Si on veut régler les problèmes de pays, en particulier celui du chômage, c'est ça. Évidemment, il y a autre chose que je vais mentionner dans un instant. Mais l'acte d'investir, l'investissement, c'est l'épine dorsale de tout développement économique et social. Parce que pour pouvoir créer un poste d'emploi en Tunisie, ce que nous avons donné au ministère des Finances, c'est qu'il fallait un investissement, et c'est toujours le cas, entre 20 000 dinars, 25 000 dinars, jusqu'à 50 000 dinars. Les 50 000 dinars touchent les investissements dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Le problème de notre pays, c'est qu'on a toujours investi dans des industries et dans des secteurs à faible valeur ajoutée. Et c'est pour ça que même à un taux de croissance, c'est une parenthèse que j'ouvre pour que vous ne soyez pas perdu, j'ai beaucoup de choses à vous dire, même à un niveau de croissance très élevé, si on continue à favoriser des secteurs à faible création de valeur, on ne va pas pouvoir recruter les 450 000 diplômés chômeurs par an. Donc ce qu'il faut, c'est une autre orientation vers les secteurs à très haute valeur ajoutée, c'est-à-dire les secteurs de nouvelles technologies, de technologies d'information, etc., etc. Et pour cela, il y a toute une politique qu'on parlait, en particulier la politique qui est mise sur l'innovation. Est-ce que vous savez quel est le PNB, quel est le niveau d'innovation qu'on investit aujourd'hui en Tunisie? Vraiment, ça fait honte, c'est une honte. C'est même pas 0,5%. C'est-à-dire qu'on ne considère pas l'innovation comme étant un élément fondamental pour pouvoir adresser sur le moyen et le long terme les problèmes de notre pays. Donc je mets ça de côté.